Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce soir, les populations du Sud Kivu dénoncent la présence des militaires burundais sur le sol congolais. La RDC confirme l'information. Ces militaires sont venus participer à des opérations conjointes aux côtés des FRDC. L'un de ces militaires burundais a même été tué par les rebelles du MCC. Le sommet de la francophonie, c'est le week-end prochain à Kinshasa. Tout est prêt à 98%. Le tout nouvel hôtel du fleuve brille de ses 5 étoiles. Il a été inauguré ce samedi. Satisfaction quasiment totale après le lancement il y a 2 mois du programme agricole. Le ministre de l'Agriculture s'est réjoui de la mécanisation de l'agriculture et de la distribution des tracteurs et autres semences améliorées. Enfin, ce grand souci des ressortissants du Kassai occidental qui ne comprennent pas pourquoi leur province connaît des moments de turbulence dans plusieurs secteurs. Ils veulent trouver des solutions durables. C'est l'objet de leur première rencontre ce samedi. On en parle dans cette édition. Et puis, invité du journal, Jeanne Manga Mouiou. Elle est avocate et membre de la DDF, une ASBEL qui assure la diffusion, la culture et la formation dans le domaine juridique. La DDF va participer à sa manière à la grande fête francophone à Kinshasa. Vous suivez le grand journal de Télé 7 à Bandolungwa, Kalamou, Limete, où que vous soyez. Merci de rejoindre l'une des meilleures rédactions du pays. Coup de colère, désolation, interrogation, les habitants d'Ouvira au Sud Kivu s'étonnent de voir les militaires burundais sur le sol congolais. La présence des militaires burundais est confirmée du côté congolais. Ces derniers participent à une opération conjointe aux côtés des FRDC, a assuré Delphin Kaimbi, officier de l'armée congolaise. Le MCC, Mouvement des Congolais pour le changement, une nouvelle rébellion, a échangé des tirs avec des soldats burundais. Bilan, un mort, un officier burundais selon RFI, Radio France Internationale. Et ce sujet beaucoup plus gai, le sommet de la francophonie à Kinshasa. Kinshasa est sur le toit du monde, la capitale de la RDC. Les festivités débutent vendredi déjà. Vous vous posez certainement la question de savoir si Kinshasa est prête à accueillir cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement. Le comité d'organisation fait savoir que tout est quasiment au point. Les hôtels, les restaurants, les sites pour les visites, le village de la francophonie, l'aéroport international d'Ndjili. Bref, tout subit des travaux de finissage. Commentaire de la rédaction. Le sommet de la francophonie à Kinshasa. La grand-messe s'ouvre dans 10 jours exactement. Mis à part ces drapeaux qui flottent côte à côte le long du boulevard, annonçant l'événement, Kinshasa attend de recevoir plus de 5000 personnes. Le comité d'organisation est en mesure de loger tout le monde suivant un standard acceptable. Tous les sites choisis pour héberger les invités sont presque prêts. Les hôtels et restaurants qui présentent un certain confort ont été répertoriés dans 3 zones, Gombe, Macampagne, Lingwala, où auront lieu les principaux événements. Une évolution significative car il y a une dizaine d'années, loger autant de monde aurait été totalement impossible. Lors des événements importants, les délégations officielles ne savaient pas où loger. Seul le Grand Hôtel et l'hôtel Membling affichaient toujours complets. Mais ces 5 dernières années, la capitale connaît de nombreuses nouvelles constructions hôtelières réalisées par les étrangers et les nationaux. Une aubaine pour le 14e sommet de la francophonie. Les chefs d'État et de gouvernement, les opérateurs économiques, journalistes et invités, Kinshasa va attirer du monde. Le siège de l'Assemblée nationale et du Sénat brille de 1000 feux. La cérémonie d'ouverture y est prévue, ainsi que les plénières du sommet. Les salles subissent les derniers coups de peinture. Juste à côté, au stade des Martyrs, 111 stands repartis entre institutions, expositions commerciales et culturelles. Ici, chaque pays vendra son image et sa culture. À l'aéroport de Ndjili, beaucoup apprécient les travaux de renforcement et d'élargissement de la piste d'atterrissage. Rendez-vous dans 10 jours pour l'ouverture de ce sommet historique pour la RDC. Un hôtel qui va loger les invités de marque à ce sommet francophone. Fleuve Congo Hôtel est désormais ouvert au public. La cérémonie d'inauguration de ce cadre majestueux a eu lieu ce samedi en présence de plusieurs invités de marque. Le Premier ministre empêché s'est fait représenter par le ministre du portefeuille, Louise Munga. Cet hôtel a été construit grâce au partenariat sino-congolais sous forme de
concession. Les détails avec Élisée Bilonda Kassanga. C'est un hôtel 5 étoiles qui répond aux standards internationaux, un cadre magnifique au bord du majestueux fleuve, le fleuve Congo. Louise Munga, ministre du portefeuille, représentant le Premier ministre empêché, coupe ses rubans symboliques et ouvre ainsi officiellement la voie à chaque personne qui les désire d'explorer ces chefs-d'œuvre, fruits du partenariat sino-congolais à travers une politique volontariste du gouvernement. Sous l'impulsion du chef de l'État. Cette importante réalisation entre dans les cadres d'un contrat de concession et ayant pour objectif la réhabilitation, la modernisation, la reconversion du bâtiment qu'on peut appeler aujourd'hui ex-CCIZ à un bâtiment à usage ultramoderne, un hôtel de 5 étoiles suivant les modalités définies par le parti et en conformité avec la législation congolaise. Cet hôtel, Fleuve Congo, vient augmenter l'offre de la République démocratique du Congo dans le complexe hôtelier. Une fierté pour les gouverneurs de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Dans son discours d'investiture prononcé devant la nation, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a pris l'engagement d'encourager les opérateurs privés à développer en priorité des activités à forte valeur ajoutée. Ainsi, au-delà de l'aspect purement esthétique et d'embellissement de la ville, ces projets constituent aussi et surtout une concrétisation de plus de cette promesse du chef de l'État. Le projet de rénovation et des réfections ont pris 18 mois des durs labeurs, comme l'explique son directeur général, M. Djou. 375 chambres, plusieurs salles de conférences, des restaurants haut de gamme, voilà ce qu'ont pu visiter les invités à ce festin. Signalons que l'hôtel Fleuve Congo est retenu parmi les hôtels qui hébergent les hôtes de la francophonie. Alors les sites touristiques, il y en a un peu partout à Kinshasa à la faveur de ce grand sommet francophone. Sachez qu'une foire sera organisée au jardin botanique de Kinshasa. Les stands seront tenus par des différents pays francophones, essentiellement africains. On l'appelle la foire de l'économie verte. Compte rendu, Rosa Wazi. Vert, c'est la couleur dominante sur ce site, l'un de ceux retenus pour les activités en marge du 14e sommet de la francophonie. Effet vert, c'est l'activité qu'il y aura sur ce fond vert. Foire de l'économie verte, une activité de promotion de développement durable pensée par les culturels de Ouashiba. Bien, on en est à la finition du projet. Pourquoi ? Parce que maintenant, comme vous pouvez le constater, la foire est une réalité. Aujourd'hui, il y avait un rendez-vous avec les partenaires, les différents exposants, qui sont venus chacun prendre son stand. Les stands, eux, s'érigent déjà et les exposants s'apprêtent. En tout cas, nous, notre vision, dans le cadre de la foire Fait Vert, ça va être de valoriser les activités, les résultats, les produits qui viennent des communautés rurales africaines. Dans moins de 5 jours, soit du 10 au 14 octobre courant, ce site va s'affirmer aussi par de la culture au menu, notamment avec un grand concert encore en préparation par le groupe Ouashiba. Ok, ce spectacle que vous venez de voir, nous l'intitulons Transfusion Ouachamoto. Là, nous avons juste essayé de faire un petit tour de la RDC. Pourquoi un petit tour? Parce qu'on a juste pris un rythme par province. Plusieurs autres activités pédagogiques, notamment sur l'économie verte, sont prévues en marge de cette foire et du 14e sommet de la francophonie. Voilà, je voulais annoncer dans les titres, nous avons un invité dans ce journal. Elle s'appelle Jeanne Manga Mweu. Elle est avocate et membre de la DDF. Alors, on sait aussi que la DDF va participer au sommet de la francophonie dans le village francophone parce qu'il y a un stand qui a été mis en place, un stand qui a été attribué à votre ONG, DDF. C'est pour faire quoi exactement? Qu'est-ce que le public peut découvrir à travers le stand que vous mettez en place? Merci, Adam.
Je voudrais préciser que la DDF est une association sans but lucratif qui prône la diffusion du droit, la culture et la formation. Et c'est dans ces activités qu'elle organise du 9 au 15 octobre de ces mois au village de la francophonie. C'est-à-dire que la DDF veut faire la diffusion du droit. La DDF veut offrir à la population congolaise, aux Quinois en particulier, de consultations gratuites au village de la francophonie, au stand numéro 60. Consultation, c'est-à-dire apporter des informations, sensibiliser le public sur le domaine juridique. Vous aurez peut-être des questions en ce qui concerne comment porter plainte ou comment se faire assister d'un avocat, la procédure judiciaire dans certaines matières. Mais on voudrait savoir le stand qui sera prévu dans le village francophone. Déjà, mardi, il va ouvrir ses portes. Ce sera de quelle heure à quelle heure pour que le public quinois qui nous suit puisse venir et y jeter un coup d'œil? La consultation gratuite accordée à toute la population quinoise par la DDF commence du 9 au 10, comme vous l'avez, au 15 plutôt, comme vous l'avez dit. Les portes sont ouvertes à partir des 13h jusqu'à 18h. Et c'est pour tout le monde. Les démunis, comme toute personne qui se trouve en difficulté ou qui a besoin d'une orientation, d'une consultation, d'une assistance juridique, peut toujours passer à notre stand numéro 60 au village de la francophonie. Mais est-ce que vous avez prévu, je ne sais pas, des brochures, des bouquins, des dépliants à l'endroit du public? Parce que l'information, c'est aussi sur des supports qu'on peut les retrouver. Est-ce que le public qui va venir visiter ce stand va bénéficier d'un support, d'informations sur votre ONG DDF ou sur les matières juridiques? Oui, d'abord, il faut dire que la consultation, d'abord, elle est là. Nous-mêmes, nous allons offrir ce que nous connaissons du droit au public qui va se présenter devant nous. Donc, tous les requérants auront cette information gratuite. Mais en plus de cela, comme vous venez de poser la question, les dépliants seront à la disposition de tout le monde. D'accord. Je vous retrouve dans un instant pour continuer à en parler. Jeanne Manga Mouéou, avocate et membre de la DDF. Évaluation à mi-parcours de la campagne agricole, 2 mois après le lancement de cette opération, le gouvernement parle du succès. Sur terrain, on poursuit la mécanisation de l'agriculture avec la distribution des tracteurs et autres semences améliorées. C'était l'essentiel du message du ministre de l'Agriculture lors de son point de presse ce samedi, dans son cabinet de travail. Monique Bosso, Joab Mpeki. Pour cette deuxième évaluation, le ministre de l'Agriculture parle du succès de l'opération depuis son lancement. L'engagement pris par le gouvernement quitte le niveau de discours pour se matérialiser à travers des actions posées sur terrain. Quelques provinces sortent du lot. Dans la province du Bandundu, par exemple, le gouverneur de province s'est impliqué et a donné un bon exemple de l'utilisation rationnelle des tracteurs. Mais également dans d'autres provinces, les différents gouverneurs des provinces et la population se sont appropriés cette campagne. Outre la mécanisation de l'agriculture, avec la distribution des tracteurs, les semences sont également remises aux agrimultiplicateurs qui, à leur tour, se chargent de les distribuer aux paysans. Le succès de la campagne est fondamentalement lié à notre capacité d'assurer une bonne distribution des semences auprès des paysans où qu'ils se trouvent, ou alors principalement dans les territoires, les bassins de production qui ont été ciblés. Cette action est également liée à la disponibilité des ressources financières pour faire face aux besoins. S'agissant de l'amélioration de l'environnement de travail des paysans, Jean Chrysostome Vahamouiti annonce la poursuite des forages en milieu ruraux. Le Katanga vient en tête des pelotons avec 7 forages qui fournissent de l'eau potable sur les 10 programmés. Signalons que 2225 tracteurs ont été distribués dans toutes les provinces depuis le début de cette campagne.
Les notables et dignitaires du Kasaï occidental ont consacré la journée de samedi à une importante réunion sur l'avenir de leur province. Objectif, donner un nouveau départ à leur province minée par les querelles tribales qui freinent son développement. La rencontre a eu lieu à la salle Yvonne Compère, à l'hôtel Sultani à Gombe. Oscar Bakandoa, Pati Alouma. C'est par une salutation fraternelle et voulue sincère, symbole de la cohésion et de la solidarité, que ce dignes filles et fils ouest kassaïens ont ouvert leurs assises en vue de donner un nouveau départ à leur province. Modeste Moutinga Moutuchai, initiateur de cette rencontre, donne le sens à son œuvre. Cette rencontre que nous dédions à la cohésion et à la solidarité des fils et filles du Kasaï occidental est à mon sens le lieu de mettre de côté ce qui jusqu'ici nous divise et de prendre à bras le corps les vrais problèmes qui empêchent d'amorcer le développement de notre province. Dans leurs exposés, les professeurs Évariste Mabimolumba et Mathias Bouabawa-Kayembe ont fait la carte postale de la province du Kasaï occidental et relevé les défis qui attendent de cette province pour son décollage. Pour sa part, le professeur Évariste Bochab, lui aussi digne fils ouest kassaïen, a invité ses frères et sœurs à la cohésion et à la solidarité. Aujourd'hui, nous devons dépasser les stades des lamentations. Nous devons dépasser les stades des accusations. Nous devons ouvrir grand nos yeux pour qu'ensemble nous puissions avancer, puisqu'en réalité, il n'y a pas d'un côté ceux qui détiennent un quelconque monopole. Non, chacun de nous était préoccupé. Mais quelques-uns se sont dit, pourquoi ne pas nous rencontrer? Dans un échange fraternel, tous les participants à cette rencontre ont émis le vœu de voir de telles réunions se tenir régulièrement en vue d'avoir une vision pour un avenir meilleur du Kasaï occidental. Tous les participants saluent l'initiative du sénateur Moutinga. Ceux qui se sont confiés à nos reporters affirment avoir été édifiés par les exposés se rapportant à leur province. Ils souhaitent qu'une autre rencontre du genre ait lieu, cette fois au chef-lieu du Kasaï occidental, propos recueillis par Oscar Bakandoa. D'aujourd'hui, les exposés étaient pertinents, c'est normal. Ce sont des exposés tenus par des spécialistes. Mais je l'ai dit à l'organisateur, peut-être que le lieu ne le prédisposait pas. Moi, je crois qu'il est grand temps qu'on fasse une sorte de conférence vérité et réconciliation au Kasaï occidental. Je voudrais que, comme nous nous sommes dit aujourd'hui, avec le message du professeur Évariste Bochab, que ce soit un nouveau départ et que cela soit vrai. Ce n'est pas que je suis pessimiste, qu'il soit vrai que non. Désormais, nous devrions nous rencontrer de temps en temps quand il y a des questions essentielles pour notre province. Et pourquoi ne pas formaliser aussi les cadres? Je crois que les interventions des uns et des autres, sur base des interventions des orateurs, donnent à croire que nous devons effectivement prendre un nouveau départ. Nous devons avoir un leadership collectif, c'est-à-dire une équipe de gens qui a une vision pour la province, pour chaque territoire de notre province. Une délégation interministérielle conduite par le ministre de l'Intérieur vient de séjourner dans la province orientale, plus précisément à Bunia et à Mambasa, dans l'extrême est de cette province. Objectif de cette délégation était de prendre la mesure de la situation sécuritaire dans cette partie de la RDC, ainsi que celle des tensions entre les communautés locales. Je vous propose ce reportage de nos confrères de la RTNC. C'est à bord de l'hélicoptère de la MONUSCO que la délégation du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières est arrivée à Mambasa, territoire situé à 700 km de Kisangani, chef-lieu de la province orientale. Richard Mouyej, en compagnie du numéro 2 de la MONUSCO, s'en va à la rencontre des communautés locales pour des solutions durables aux problèmes sécuritaires et aux tensions qui écument cette partie de la République. Au cours du séminaire qu'il a ouvert sur la paix et la sécurité dans les territoires de Mambasa, Richard Mouyej Manguez-Mans a fait une autopsie sans complaisance des causes à la base des conflits et frustrations dans ces territoires. C'est notamment l'élargissement des limites de la réserve de la faune à Okapi
parfois sans tenir compte des préoccupations des communautés locales. Cela avec comme conséquence l'interdiction d'occupation et d'exploitation des ressources naturelles de cet espace par la population. Les autochtones, parmi eux, les pygmées, se plaignent des attaques meurtrières dont ils sont victimes de la part des groupes armés actifs dans la région, le Mai Mai Simba du fameux Morgan. Nos parents allaient dans la forêt pour la chasse, allaient récolter des chenilles, allaient récolter des miel. Donc tous les médicaments qui leur servaient se trouvaient toujours là dans la forêt. Mais aujourd'hui, ces cas-là n'existent pas puisque la RFO est en train de nous coincer, est en train de nous refouler, alors on ne sait pas comment vivre aujourd'hui. Ces malfrats ont entraîné d'importants mouvements de population. Et nous avons adhéré aux résolutions qui rétablissent l'autorité de l'État, mais qui sécurisent et rassurent nos populations. Le plus important, c'est de savoir rétablir l'équilibre, et je vois que nous y sommes arrivés. Tout le monde milite pour la paix, combat les injustices et voudrait que les populations jouissent de leurs richesses à travers les codes miniers, en ce qui concerne les entreprises minières, les codes forestiers, en ce qui concerne les entreprises qui sont dans nos forêts. Et nous travaillerons dans ce sens parce que la révolte, nous condamnons, mais il faut combattre les causes de frustration. Il y a des frustrations qui conduisent à la révolte, mais tout le monde dit non aux groupes armés, dit non au banditisme organisé, et c'est ce que demande le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Le nouveau Conseil national de l'ordre des pharmaciens est officiellement entré en fonction ce vendredi, une semaine après la tenue du 3e congrès ordinaire et électif du CENOP. Le comité sortant et le nouveau ont procédé à la passation de pouvoir au siège de la corporation. Une occasion pour Chandende Nzoun Loberi, le nouveau président, de dévoiler sa mission, celle de revaloriser la profession. Les détails avec Bijumboui Patialouma. C'est un grand jour pour le nouveau président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Une semaine après son élection à la tête de la corporation, Chandende Nzoun Loberi prend en ce jour officiellement ses fonctions. Une poignée de main symbolique, des signatures, et c'est une nouvelle ère qui s'inscrit dans l'histoire du secteur pharmaceutique de la RDC. Le nouvel occupant du siège a le temps de s'imprégner des différents dossiers qui logent au fond des casiers. Conscient de son rôle, Chandende Nzoun Loberi n'entend pas dormir sur ses lauriers. À court terme, il envisage déjà des actions concrètes destinées à redorer le blason de la profession. Nous commencerons par voir les différents acteurs légaux. Ça signifie ceux qui produisent les médicaments, ceux qui les distribuent, qu'ils puissent se remettre dans le droit chemin. Ça, nous le ferons au courant de la semaine prochaine. La semaine qui suivra, nous verrons d'autres acteurs de l'État, notamment les inspections, pour leur rappeler que leur rôle, c'est aussi d'arrêter ce qui se retrouve ou ce qui énerve les lois et les règlements propres au secteur pharmaceutique. En tant qu'humain, Chandende sait qu'à lui seul, il ne peut atteindre ses objectifs. Il a pour ce faire besoin de tous ses collaborateurs pour y arriver. Déjà, ce climat convivial entre eux ne peut qu'augurer de bons jours. Oui, puisque nous parlons de la santé, nous allons également évoquer cette journée spéciale, la journée de jeudi, qui sera consacrée aux consultations en ce qui concerne le cancer. Et nous savons, on en a parlé dans ce journal, du 9 au 15 DDF ouvre ses portes, vous l'avez dit dans ce journal, pour les consultations juridiques. Mais la journée de jeudi sera consacrée, n'est-ce pas, aux informations qui ont trait au cancer, à cette maladie. Et comment ça va se passer? Oui, dans son volet droit à la santé, oui, à l'information médicale préventive, la DDF a consacré la journée de jeudi 11 octobre à la détection et à la prévention du cancer de sein. Et c'est là évidemment avec l'appui d'une équipe de médecins gynécologues. À la même occasion, avec votre permission, je voudrais remercier de façon particulière le centre hospitalier Monkole, la polyclinique de Kinshasa, la Fondation médicale pour le développement, l'Institut supérieur en sciences infirmières et les PAFOVED, je m'excuse, oui, qui n'ont pas hésité de mettre à la disposition de la DDF une équipe de médecins, des infirmiers
qui vont assurer cette consultation gratuite. Donc je souligne que la journée du 11 octobre au village Francophonie, stand numéro 60, sera consacrée uniquement pour la détection et la prévention du cancer de sein. Voilà, donc comment le cancer commence dans le corps d'une femme, en ce qui concerne surtout le sein, quelles sont les informations qu'il faudrait avoir, comment éviter le cancer, ce sont les informations que le public peut avoir gratuitement. On insiste donc au stand du numéro 60, donc au village de la Francophonie. Je vais peut-être revenir à vous à la fin de ce journal pour conclure. En entendant cette information, 30 nouveaux défenseurs des droits de l'homme ont achevé leur formation à la nouvelle société civile congolaise. Ils ont reçu leur diplôme ce samedi au cours d'une cérémonie au siège de cette structure, Oscar Bakandoa. Le programme Jeunesse et démocratie de la nouvelle société civile congolaise dispose désormais de ses animateurs bien outillés en matière de la démocratie, bonne gouvernance, droits de l'homme ainsi que les droits humains. À l'issue de cette formation, chacun des participants a reçu un brevet attestant cette formation. Les organisateurs se disent satisfaits. À travers notre programme, nous essayons de temps en temps d'organiser des sessions de formation pour mettre à la disposition des Congolais un certain nombre de principes fondamentaux en relation avec, bien sûr, les droits humains. Mais aussi, il faut dire que la particularité de cette session était qu'on a fait appel à certains professeurs d'université, à certains experts, pour une session spéciale, pour former les cadres de la nouvelle société civile congolaise, de telle sorte qu'ils ancrent dans leur comportement la philosophie même de la nouvelle société civile congolaise. Les bénéficiaires, quant à eux, tous membres du programme Jeunesse et démocratie, sont conscients du rôle qu'ils doivent jouer dans la société. Aujourd'hui, il y a eu des jeunes qui ont pris conscience pour jouer les rôles, surtout des jeunes, l'élite intellectuelle, jouer les rôles des guides, les rôles des éveilleurs de conscience et éclaireurs de la masse. Ils ont pris conscience de pouvoir jouer les rôles et cette conscience a été n'est-ce pas, renforcée par une formation de remise à niveau, des hautes factures sur les rôles des intellectuels dans l'avenir de la nation. Le programme Jeunesse et démocratie fait partie des différents programmes de la nouvelle société civile congolaise qui se veut être plus proche des citoyens ordinaires. Les députés et sénateurs réunis dans la mosaïque PPRD viennent d'être édifiés sur leurs valeurs parlementaires à l'initiative du secrétaire général du parti présidentiel. Les 150 élus de cette famille politique ont appris les 10 commandements de la pratique parlementaire quotidienne. Ce séminaire s'est clôturé vendredi, donc à l'hôtel Venus dans la commune de la Gombe, Oscar Bakandoa. Après le séminaire d'immersion organisé à leur intention aussitôt après leur élection, les députés, mais aussi les sénateurs de la mosaïque PPRD, une structure regroupant plusieurs partis politiques issus de la cuisse du PPRD après les élections du 28 novembre 2011. Le vendredi 5 octobre, c'était le tour d'un autre séminaire, celui-ci organisé à l'hôtel Vénus de Kinshasa par le secrétaire général Évariste Bochab, qu'entourait toute la sommité du PPRD. Et ce séminaire a porté sur le renforcement des capacités parlementaires des élus de la mosaïque, estimés à 150 députés nationaux à l'Assemblée nationale. Tout a tourné autour du fonctionnement d'un groupe parlementaire et le comportement des élus face aux défis et enjeux politiques à l'hémicycle. Évariste Bochab a, dans son discours, donné aux séminaristes les 10 commandements de leur pratique parlementaire quotidienne appelée décalogue. D'autres intervenants se sont également distingués par leurs brillants exposés, comme le président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, sur le fonctionnement d'un parlement en temps de paix et en temps de guerre. Adolphe Loumanou, sur la communication politique dans un parlement. Théophile Mbemba, sur le parti et ses élus. Léonard Cheoukitundu, sur le parlement et les citoyens. Chadari Ramazani, sur le rôle de la majorité dans un parlement. Koutekela, sur l'élu de la majorité lors de l'examen de la loi financière. Et enfin, Richard Mouyej Manguezemans, sur les préoccupations des élus devant les membres du gouvernement.
Avant la clôture des travaux, nourris par des échanges sans tabou dans une ambiance démocratique, une motion de soutien des participants a été lue à l'intention de l'initiateur du PPRD, Joseph Kabila Kabange, dans ses efforts pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Les populations autochtones ont saisi le Premier ministre pour exiger l'application de l'accord de concession des forêts des communautés locales au profit des ayants droit. Ils ont déposé un mémorandum qui reprend toutes les revendications vendredi au Premier ministre Augustin Matata Mpogno, Anita Luamboa, compte rendu. Concession des forêts des communautés locales signée en 1808, les chefs coutumiers portent l'affaire devant le Premier ministre. À travers un mémo qui reprend toutes leurs récriminations, les signataires interpellent le chef du gouvernement sur l'exclusion des populations autochtones dans la gestion des forêts congolaises. Joseph Bobia, coordonnateur du réseau des populations locales et peuples autochtones congolais, explique le sens de la démarche de son organisation. C'est un mémo signé par 1808 chefs coutumiers, chefs de groupement et des acteurs dans les provinces de l'Équateur, de Bandundu, de l'Oriental et du Nord Kivu. Avec des preuves légales, les organisateurs de la manifestation expliquent que le projet du décret est un arrêté d'application sur les concessions des forêts des communautés locales existe depuis 2008. Jusqu'à ce jour, il semble que rien n'a été fait pour les rétablir dans leurs droits. On espère que Matata Mpogno va donner raison à ses compatriotes en les rétablissant dans leurs droits les plus légitimes. On va parler de cette messe, et oui, messe d'action de grâce organisée par le cadre de concertation des notables du Sud-Kivu et l'association de Bashi à Kinshasa. Cette messe a eu lieu en la cathédrale Notre-Dame de Fatima. Sachez que l'abbé Vincent est décédé le 23 septembre dernier à Bukavu. Rosawazi, fiston Ompi. Ils étaient tous là, les ressortissants du Sud Kivu, à cette messe d'action des grâces pour rendre un hommage mérité au monument des Bashi, l'abbé Vincent Moulago Gwashikala. Ces prêtres de l'archidiocèse de Bukavu et premier professeur ordinaire de notre pays a quitté la terre des ancêtres le 23 septembre dernier. Lors de son homélie, l'abbé Richard Mugaruka a pris soin de rappeler à l'assistance qui est Vincent Moulago Gwashikala. La richesse intellectuelle qu'il a léguée, non pas seulement à notre pays, mais aussi au monde entier. Ça sera l'occasion de saluer sa carrière scientifique qui va être reconnue au niveau international. La communauté nationale et internationale a perdu un des plus brillants esprits scientifiques et érudits en théologie africaine et philosophie, mais plus particulièrement l'association des Bashi qui n'a pas manqué le mot pour exprimer son regret. De cet ultime combat mené, il est resté digne et d'une lucidité rare. Mais hélas, il est parti à 1h du matin de ce 23 septembre 2012, à l'âge de 89 ans, après avoir exprimé le sentiment du devoir accompli à des proches. Né à Birava en 1924, l'abbé Vincent Moulago est un intellectuel bien connu pour ses compétences scientifiques, sa rigueur, sa capacité pédagogique, son honnêteté de vie, son intégrité doctrinale et son attachement au devoir et au sens de l'Église. C'est donc au terme d'un long combat pour les Christ que le regretté père Vincent Moulago Gwashikala a rendu l'âme à l'âge de 89 ans. C'est un monument du savoir qui s'écroule. Nous allons passer à la lecture des journaux. Rossine Martin Bouyamba va nous rejoindre. Il a parcouru les rares journaux de ce week-end en revue de presse. C'est Vital Kamerhe, président de l'UNC, Union pour la Nation Congolaise, qui est mis en exergue dans la presse parue ce samedi dans la ville. Il a brisé son silence vendredi devant un parterre de cadres de sa formation politique, de l'opposition et de quelques membres de la société civile. Kamerhe propose la solution politique sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le potentiel, qui le dit, voit l'ancien speaker de l'Assemblée nationale délier sa langue. D'entrée des jeux, Vital Kamerhe a déclaré que la patrie étant en péril, il faut arrêter la guerre.
Il fait des reproches au casque bleu pour n'avoir pas désarmé les milices Interamwe et les militaires phares, mais aussi des erreurs commises, reconnaît Kamere, sont à la base de l'embrasement de cette partie de la République. Tout ceci, c'est à lire dans cet article. Vital Kamerhe rejette, ajoute la référence plus l'option militaire. Aucune opération militaire n'a porté des solutions escomptées sur le territoire congolais. L'ancien président de l'Assemblée nationale recommande des solutions pacifiques et invite le président de la République à favoriser le dialogue national inclusif de tous les Congolais autour des guerres à répétition dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le potentiel revient sur la restructuration de la CENI. Le confrère, dans sa dernière page, parle de la CENI Nuluk pour justement redorer le blason terni. Sur ce, le quotidien attend voir le pasteur président Daniel Ngoï Mulunda Nyanga devrait déjà préparer ses valises. Il doit laisser place aux futures élections se dérouler en toute transparence sans lui. Souhait de tous. Rappel, le tabloïd, ces phrases interdites de lire enseignent que, enseignant à Ouvira, Matabaro, Mouchacha, justement c'est son nom, décide d'épouser la fille la plus laide de la ville. Son père demande non seulement qu'elle est laide, mais elle n'a que 5 dents dans sa bouche. Et tu tiens vraiment à l'épouser? Oui, papa, c'est elle ou personne d'autre. Et pourquoi? Je suis enseignant et à ce titre, je ne veux pas vivre de scènes de jalousie. Avec elle, je serai tranquille parce qu'aucun autre homme ne s'intéressera à elle. Adam, journaliste, en cette qualité, mais ça ne peut que vous inspirer, n'est-ce pas? Ça vous tente, hein? Sûr. Voilà, merci Hirosil Martin Bouyamba, je retiens ce conseil. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mais avant de nous séparer, je vais retrouver notre invité Jeanne Manga Mweu. Un mot de la fin pour conclure, mais je rappelle quand même à nos téléspectateurs que le village francophone va ouvrir bientôt ses portes la semaine prochaine et passer, si vous êtes là, au numéro 60 dans le stand de DDF. Et la journée de jeudi va être une journée spéciale puisqu'on va parler cancer. Mais pour clore ce journal, un dernier mot. Et de souhaiter la bienvenue à toutes les femmes qui vont se présenter le jeudi, spécialement pour la détection et la prévention du cancer de sein, mais aussi à tout le monde qui va passer par notre stand pour se faire consulter, pour avoir une orientation, pour avoir une information en matière de droit. Donc, vous serez tous les bienvenus. Le nombre n'est pas limité. Nous vous attendons tous. Nous sommes là pour vous au stand numéro 60 du village de la francophonie. Le tout est gratuit. Le tout est vraiment gratuit. Prévoyez juste votre agent de transport pour ceux qui habitent loin du Stade des Martyrs. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dimanche dans le cadre du journal consacré aux sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine. Au revoir et surtout, portez-vous bien.